Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, chaque lundi c'est notre quart d'heure américain pour revenir sur l'actualité politique, économique, financière du moment aux États-Unis avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est avec nous à distance. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves, bonsoir capitaine. Merci d'être avec nous pour évoquer ce que j'appelle la guerre d'indépendance de la Réserve fédérale américaine et un acharnement de Donald Trump contre Jérôme Powell qui risque de s'avérer contre-productif à un certain stade, Pierre-Yves ? C'est ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est que je ne vois vraiment pas ce que la Maison-Blanche, qui souhaite que les taux d'intérêt aux États-Unis baissent de manière accélérée, a à gagner aujourd'hui à menacer de poursuites pénales le patron de la Fed, dont on sait que le 15 mai, il ne sera plus président du Conseil des gouverneurs. Et si on voulait le faire partir complètement de la Réserve fédérale, c'est-à-dire si on voulait aussi qu'il renonce à son mandat de simple gouverneur qui expire en 2028, il ne fallait pas le menacer comme ça. Maintenant, la nature de la haine, de l'animosité que l'on pouvait deviner dans l'intervention vidéo qui a été filmée hier soir par Chairman Powell est telle que, franchement, en quoi est-ce que cette confrontation va faire baisser les taux longs ? Aujourd'hui, on constate qu'il remonte un peu. On constate que la réaction du marché n'est pas violente, si ce n'est sur l'or, mais sur les marchés d'actions et même sur le marché obligataire, elle n'est pas trop violente. En revanche, je peux vous dire qu'à Washington, c'est la stupeur. Janet Yellen, qui est quelqu'un de plutôt calme, qui n'a pas l'habitude de s'emporter, et qui a dirigé la Réserve fédérale et qui a été gouverneur de la Réserve fédérale pendant des années auparavant, dit que on est en train de prendre le chemin d'une république bananière. Elle fait partie des anciens patrons de la Fed, aux côtés d'Alan Greenspan, Ben Bernanke, qui font état de leur alarme devant la situation et qui, je lis leur communiqué, c'est ainsi que la politique monétaire est faite dans les pays émergents dont les institutions sont faibles. Les conséquences sont alors hautement négatives pour l'inflation et le fonctionnement de leurs économies. Ces tactiques n'ont pas leur place dans les États-Unis où la force de la loi, le respect de la règle de droit est la fondation de notre succès économique. Je ne vois personne dans le monde de la finance réelle qui approuve cette démarche. Elle ne peut que faire du tort, non seulement dans la situation actuelle en vue de faire accélérer la baisse des taux, mais à la personne qui sera choisie demain, après-demain, dans une semaine, par le président Trump pour succéder à Jérôme Powell. Quelle que soit la sélection qui en sera faite, il y a beaucoup de gens au Congrès aujourd'hui, y compris parmi les républicains, qui ont décidé de suspendre le processus de confirmation qui doit avoir lieu et qui doit porter au pouvoir la personne qui aura été choisie par Donald Trump. Ce processus de succession ordonnée, qui suppose l'intervention et la validation du choix de Donald Trump par le Sénat, pourrait être suspendu puisque maintenant, cette nouvelle guerre a été ouverte et le problème de crédibilité qu'aura de toute façon le successeur de Jérôme Powell en est encore aggravé. Donc franchement, c'est perdant-perdant dans cette affaire, à mon avis. Ouais, alors si le gain n'est pas sur le plan financier ou économique pour Donald Trump, est-ce que ça l'est au moins sur le plan politique ? Est-ce qu'il espère ou est-ce qu'il redresse sa cote de popularité avec l'ensemble de mesures dont il nous inonde depuis quelques jours maintenant, la saisie du pétrole vénézuélien, la mise sous coupe réglée des agences hypothécaires Fannie Mae, Freddie Mac pour racheter des mortgages, la mise sous coupe réglée demain peut-être des fournisseurs de crédit à la consommation et de cartes de crédit avec des taux qui ne dépasseront plus 10%, etc., etc. Pierre, est-ce que ça va payer pour les élections de mi-mandat ? Ça va peut-être payer pendant 48 heures parce que l'électeur moyen n'est pas un spécialiste de la Réserve fédérale.
faire des propositions démagogiques qui sont probablement contraires à la Constitution, comme le plafonnement des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, ne va pas aller très loin. Il va falloir trouver une autre martingale si les Républicains veulent gagner avec une plateforme MAGA les élections de mi-mandat. Et encore, ce que regardent les Américains le plus dans les affaires de taux d'intérêt, c'est le taux des hypothèques. Vu le comportement du rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain aujourd'hui, sans parler du 30 ans, les mortgages vont encore grimper au cours des prochains jours. C'est beaucoup de gesticulation à courte vue et de manière hautement improductive et, à mon avis, vraiment contre-productive. Enfin, c'est tout de même extraordinaire de voir que la Maison-Blanche accuse Jay Powell de ne pas être capable de tenir les coûts de la rénovation historique de 2 bâtiments, alors que Donald Trump lui-même, sans demander l'avis du Congrès, a détruit l'aile est de la Maison-Blanche et fait face à un doublement des coûts de reconstruction. Enfin, on est vraiment dans le n'importe quoi. Pour sa salle de bal, c'est ça. Parlons de ce qui est un peu moins n'importe quoi, peut-être. D'ailleurs, Pierre-Yves, les résultats des entreprises, là, ça commence demain avec JP Morgan et ça va nous animer pendant une bonne paire de semaines maintenant avec des marchés américains toujours aussi bien valorisés. Et c'est l'euphorie qui continue. Je viens d'écouter Ed Yardeni, que j'écoute toujours avec attention parce que je trouve qu'il a une perception des choses qui est très fine. Et qui considère que ce marché action est depuis des années porté par les profits records, qui ont eu raison du Covid, à la sortie du Covid en tout cas, qui ont eu raison des surtaxes douanières, qui ont eu raison des aléas de la politique de la Réserve fédérale, et qui continuent, si l'on en croit les analystes, de porter les marchés d'actions à des niveaux de valorisation extrêmes, puisque en termes de ratio prix-bénéfice courant, le S&P 500 est au-dessus de 30. Et si l'on enlève la tech, on est toujours autour de 20, et c'est au-dessus de la moyenne historique. Il est frappant de voir que depuis 3 mois, et ce sera le 2e trimestre consécutif, les révisions auxquelles ont procédé les analystes dans leurs anticipations de résultats ont été en majorité des révisions favorables. Donc non seulement le marché est euphorique, mais il est de plus en plus euphorique. Et il est porté, bien sûr, par l'euphorie qui touche en priorité le secteur de la technologie, et puis quelques autres secteurs comme celui de la finance et même de l'énergie. En termes de guidance, je ne sais plus comment on traduit guidance en français, les perspectives de résultats qui sont mis en avant par la direction des entreprises pour guider les analystes et les actionnaires dans leur jugement des performances à attendre par les entreprises cotées. Même en termes de guidance, l'optimisme règne. Nous avons une proportion plus élevée que d'ordinaire d'entreprises qui ont encouragé leurs actionnaires à penser que leurs résultats allaient s'améliorer. Alors, je reviens à Ed Yardeni. Ed Yardeni dit, vous savez, dans ce contexte-là, une baisse de taux par la Réserve fédérale ne ferait pas grand-chose pour l'économie réelle, qui marche déjà très bien, si ce n'est que l'on risque d'alimenter la bulle spéculative sur les marchés d'actions. Et je trouve que de la part de quelqu'un comme Ed Yardeni, cette interprétation est assez valable. Autre chose que j'ai retenue qui indirectement a trait à cette affaire, c'est que bien sûr le contexte macroéconomique est extrêmement porteur. On a eu une croissance de 4,3% au 3e trimestre en rythme annuel. Vraisemblablement, on va approcher une croissance de 5% au 4e trimestre. Et il est logique, dans ce contexte-là, de croissance bien plus forte que prévu, que les entreprises rendent compte de profits qui, eux-mêmes, vont progresser. Je rappellerai que la chute des importations a un effet dopant pour la croissance américaine, puisque les importations sont soustraits du produit intérieur brut, et quand il y en a moins, on en soustrait moins, donc il y a plus de produit intérieur brut. Voilà pourquoi on pourrait dépasser 5% de croissance au 4e trimestre. Dans ces conditions-là,
anticiper 8,2% de progression des profits des entreprises pour les sociétés du S&P 500, ça n'est pas aussi délirant que cela. Non, de la croissance toujours aux États-Unis, sans doute largement au-delà du potentiel, même si c'est une croissance qui ne profite pas à tout le monde, et même si cette croissance est de plus en plus pauvre en emploi également, des créations d'emplois qui sont quasiment à l'arrêt désormais si on enlève les secteurs, les gros secteurs de l'éducation et de la santé, mais pour le reste, le PIB évolue encore sans doute au-delà du potentiel de l'économie américaine aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour cette analyse de la vie politique, économique et financière américaine, notre correspondant américain dans Smart Bourse sur Bismart for Change, que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.